trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Roger est à nos côtés, le responsable de la stratégie d'investissement de BNP Paribas CIB. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Fabien Bourguignon nous accompagne, le responsable des solutions dédiées multi-actifs chez CPR Asset Management. Bonsoir et bienvenue Fabien. Bonjour Grégoire. Ravi de vous accueillir, ravi de retrouver également Bertrand Puif à nos côtés. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous êtes gérant action internationale chez Fidelity. Bertrand, peut-être parlons du pétrole et des messages que nous renvoient les marchés pétroliers aujourd'hui, que ce soit les prix spot comme on dit, mais également toute la courbe des futurs qu'on peut observer. On a ce phénomène dit de backwardation, c'est-à-dire qu'on a une courbe très pentue avec une prime très forte pour les prix de court terme par rapport aux prix de moyen ou long terme. Autrement dit, on est prêt à tout pour se payer du pétrole tout de suite et maintenant plutôt que d'attendre des livraisons à quelques mois. L'écart est parfois important. On a un Brent autour de $110 aujourd'hui pour le contrat. Je crois que le contrat de référence c'est livraison juin maintenant. Le contrat décembre sur le Brent se traite autour de $80 le baril. Et donc on voit quand même cette tension sur le très court terme. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que cette situation nous dit ? Est-ce qu'on est toujours simplement dans un problème de prix ou est-ce qu'il faut s'attendre à des problèmes sur les quantités, sur les volumes et sur la disponibilité de ce pétrole et de ses dérivés ? Alors, sur le fait que la courbe est en situation de backwardation, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça fait une dizaine d'années que le pétrole est en backwardation, ce qui n'est pas forcément, sur le très long terme, effectivement, on est plutôt en compte en gauche, c'est le contraire. C'est-à-dire que, effectivement, le prix du pétrole est plus élevé sur le long terme qu'à court terme. Alors, pourquoi ? Jusqu'à présent, c'était parce qu'on était, le marché jouait l'après-pétrole, en se disant, voilà, on va en consommer de moins en moins, ce qui était un prisme très européen, puisque la consommation de pétrole continue tous les ans de croître. Il n'y a pas eu une année où elle a décru, donc parce que les pays émergents, parce que les États-Unis, etc., consomment beaucoup de pétrole. Donc là, pour le coup, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement les niveaux qui sont anticipés dans cette backwardation, le $80, qui est à comparer à ce qu'on était à $50 avant la crise. C'est-à-dire que le marché avait peur, notamment, et cette backwardation elle s'était accentuée parce que à l'époque, on avait peur qu'il y ait trop effectivement de stocks de pétrole. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la crise actuelle est en train de résoudre ce problème de stock, entre guillemets. Alors, il y a un certain nombre des stocks qui sont bloqués, qui ne peuvent pas sortir et qui sortiront à un moment donné quand le Détroit sera réouvert. Ça permettra de donner un peu d'air au marché du pétrole, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que les capacités de stockage, elles sont quand même très importantes et elles sont saturées, que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar, etc. Et donc, dès qu'effectivement ça se réouvre, parce qu'il y a beaucoup qui disent, oui, mais on va mettre du temps pour réactiver les champs de pétroliers, ce qui est vrai, les champs gaziers, mais en même temps, il y a beaucoup de stocks qui vont arriver à court terme. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais le marché aujourd'hui, à $80, nous dit, voilà, là où on avait un problème de stock, on a un problème justement de rareté, à $80. Mais ce $80, de notre point de vue, il incorpore quand même déjà une prime géopolitique. Nous, on voit quand même un prix du pétrole plutôt se stabiliser. Si on n'avait pas ce choc géopolitique, alors on n'était jamais à 50, on était plutôt à 70, 65, 70. Et c'est vrai que le 80, en fin d'année, est quand même assez pessimiste. C'est-à-dire que, voilà, qu'on ne sera pas revenu à la normale. Ça anticipe quand même que le Détroit soit réouvert, mais qu'on ne soit pas revenu à la normale. Après, c'est vrai que les grands discours qui ont eu lieu sur on va mettre sur le marché les stocks de pétrole, les stocks stratégiques, les 400 millions de barils, et notamment les États-Unis, dans ces 400 millions, avaient donc un engagement à sortir 173 millions, sachant qu'ils sont qu'à 380 aujourd'hui. Leurs propres réserves, donc c'est la moitié de leurs réserves qui auraient été sorties. Ils n'ont jamais reconstitué leur stock après les avoir écoulés en grande partie sur l'Ukraine. Ils ont un stock qui peut aller jusqu'à 900 millions de barils. Donc ça, pour nous, de toute façon, c'était que des mots. Jamais les États-Unis ne sortiront la moitié de leur stock stratégique pour tomber au plus bas historique. Jamais. Ça n'arrivera pas. Et je pense que voilà, le marché l'a bien compris. C'est pour ça que le prix du pétrole a continué à monter. Ça n'a rien fait. Et donc, voilà. C'est vrai qu'à court terme, il y a des tensions, notamment sur le diesel. Aujourd'hui, la tension, elle n'est pas vraiment en termes de volume. Sur le baril de diesel est à $200. Voilà, le baril, parce qu'il y a un problème de raffinage. L'essentiel du raffinage du diesel est fait à deux endroits, c'est dans le Golfe et en Russie. Donc en Russie, on a bloqué, donc notamment, et un des gros consommateurs, c'est l'Europe et l'Asie, c'est vrai. Jusqu'à présent, donc la Russie ne pouvait plus, alors ne peut toujours pas nous envoyer du diesel en Europe. On envoyait à nouveau un peu, alors ils peuvent envoyer du brut. Il n'y a pas de problème, le diesel, ça commence un peu à réouvrir les vannes pour aller vers l'Asie, mais ça reste encore quand même très bloqué
Et donc c'est vrai que voilà, sur des choses comme ça, comme le diesel, on a eu des prix qui restent de rester à un niveau élevé. D'accord. Mais vous dites dans les scénarios dans lesquels on navigue aujourd'hui, $80 pour le prix du baril à décembre 2026, vous dites ça intègre quand même déjà un certain nombre de perturbations qui vont au-delà de ces 2-3 semaines supplémentaires de combat. Il y a déjà dans ce scénario de marché quelque chose d'assez adverse. Il y a $10-15 de primes géopolitiques. Alors, est-ce que c'est suffisant ou pas? Effectivement, c'est la question. Voilà, nous, on pense que les choses vont se normaliser. Et en particulier... Le choc est encore réversible. En tout cas, dans un temps donné, encore une fois, on a ces stocks importants, effectivement, qui sont disponibles. Et les infrastructures ont été que marginalement détruites. Donc à partir de là, on peut penser... Alors certains développements, effectivement, qui étaient planifiés, notamment au Qatar, vont prendre un peu plus de temps. Notamment sur le gaz, mais c'est pas vraiment un problème parce que le gaz est en telle surcapacité au niveau mondial. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit pas, on a vu les prix du gaz qui ont explosé parce qu'on ne peut plus le sortir. Mais quand on regarde basiquement les projets qui vont arriver donc en production dans les années à venir, voilà, c'est pour ça que les prix du gaz étaient avant la crise très très bas parce qu'il y avait beaucoup de volume qui arrive. Donc ça c'est pas grave si des projets sont un petit peu décalés. Voilà, bon, tout peut se régler si d'ici effectivement 15 jours à 3 semaines, c'est le scénario maintenant, les choses reviennent à la normale. Fabien, si le pétrole bien sûr et le détroit d'Ormuz sont les centres de gravité de cette crise, quels sont les messages renvoyés par le marché? Et encore une fois, d'un problème de prix, est-ce qu'on peut se retrouver avec un problème de quantité et de volume demain? Moi, ce que j'ai envie de regarder, c'est finalement où va ce pétrole. Est-ce qu'il va en Europe? Est-ce qu'il va en Asie? En fait, il va exclusivement en Asie, beaucoup moins en Europe, et puis le temps de trajet pour aller en Asie. Et en fait, pour aller en Asie, si on va en Corée du Sud, c'est à peu près une petite vingtaine de jours, alors après en fonction d'un certain nombre de paramètres. En Europe, c'est plutôt un mois, et donc 20 jours, ça y est, on y est. Donc on commence à voir effectivement des bateaux qui n'arrivent plus, et on est au début de cette période-là, et donc pour les pays qui n'ont pas de réserves pétrolières massives, comme le Japon ou la Chine par exemple, ça commence à être un vrai sujet, et on commence à lire, alors dans des pays effectivement pauvres, type Bangladesh, mais aussi Thaïlande, Vietnam, des mesures qui commencent dès à présent, même de rationnement qui ont été mises en place, parce que là on a un vrai sujet effectivement de quantité et pas uniquement de prix. Et ensuite sur le marché mondial, on va avoir une vraie concurrence entre effectivement des pays et des activités à faible valeur ajoutée qui n'ont pas les moyens de se payer un pétrole à prix élevé, et des pays et des activités à forte valeur ajoutée qui auront les moyens de se payer ce pétrole. Donc effectivement, il va y avoir des sujets quantité, je dirais, via le prix également pour ces pays ou ces activités. Donc on arrive là dans une période critique effectivement pour comprendre comment le détroit d'Ormuz pourrait redevenir praticable. Une grosse visioconférence aujourd'hui emmenée par le Royaume-Uni avec une trentaine de pays pour essayer de mettre sur place une solution. Les dernières infos de presse qui nous disent que Téhéran, Oman sont en train de discuter d'un protocole parce que l'heure de vérité ou le vrai point de douleur, il commence à partir de maintenant d'une certaine manière. Pour moi, oui, puisque c'est maintenant qu'en Europe, on ne voit plus les bateaux arriver également. Enfin, ça, en tout cas, on va rentrer dans cette période-là. Donc, pour moi, oui, c'est le point de douleur va commencer à apparaître, et d'où d'ailleurs la mise en place de cette réunion. Bien sûr. Après, dans les points rassurants que j'ai envie de partager, c'est le côté, on avait beaucoup parlé des mines. Finalement, il semblerait que le détroit ne soit pas si miné que ça. Donc ça, c'est quand même une chose importante. On a eu très peur quand même à un moment donné. Également, vous en avez parlé, la destruction des infrastructures. Finalement, il y a eu un accident sur le gaz au Qatar, mais hormis ça, le reste est très marginal et plutôt du débris qui tombe que d'une vraie attaque ciblée. Donc si demain les choses s'apaisent, on peut redémarrer la production assez facilement? Alors ça, il y a un deuxième sujet, effectivement. La question qu'on peut se poser, c'est de se dire, voilà, on coupe un puits de pétrole, combien de temps on met pour le redémarrer? Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui est habituel, simplement par exemple pour de la maintenance, et un puits de pétrole, ça se redémarre. Alors après, ça dépend aussi du type de puits, de type de forage, mais assez rapidement, quand le temps est court. Donc c'est en moins de 6 mois, normalement. Si ça a été fermé moins de 6 mois, il n'y a pas de sujet. Après, quand la durée augmente, il y a des sujets de mise en place du redémarrage et potentiellement, si ça dure, aussi en fonction des champs pétroliers, de perte potentielle à terme. Donc ça peut être un sujet qui va dans les prix de long terme, c'est quelle est la perte potentielle sur le long terme de la capacité de production des puits. Je pense que pour le coup, on n'en est vraiment pas là. Et après, si on pense aussi des problématiques de long terme, c'est la reconstitution des réserves. Si effectivement on pioche dans ces réserves-là, la surcapacité pétrolière finalement était assez limitée. Il y avait un excédent, mais assez limité.
si on commence à piocher de manière assez vigoureuse dans des excédents, puisqu'on parle d'un trou de 15 millions de barils jour, derrière reconstituer en réaugmentant doucement la production de pétrole et combler à nouveau les réserves, en fait ça déséquilibre le marché du pétrole et ça le met en tension pour une durée finalement assez longue. Et puis on voudra peut-être en stocker un peu plus qu'auparavant. En tout cas, il y aura peut-être une volonté d'avoir un niveau de stock stratégique un peu plus important que dans le passé. Et sur la vérité des prix du marché, là, $80 pour le baril de Brent, livraison décembre 26, ça vous paraît... c'est la vérité du marché, mais vous êtes à l'aise avec ce prix-là ou c'est... En fait, je suis difficilement à l'aise parce que le marché est très très volatile. Alors, effectivement, moins sur les échéances court terme, mais c'est tellement binaire. Il suffit qu'il y ait effectivement de la destruction de capacité. Là, il y a un vrai sujet et le prix s'envole tout de suite. Donc moi, je partage assez l'avis il y en a déjà un certain niveau de prime de risque dans ces $80, mais finalement, prime de risque qui reste assez faible si on a un vrai sujet de déficit de production de pétrole, parce que les ajustements au reste du monde en capacité de production, c'est quand même extrêmement limité. Donc là, c'est ça, c'est le point de non-linéarité qu'on a dans le scénario. Je pense qu'on a un point de non-linéarité tout à fait. Bon. Florian, vos commentaires, et puis un peu plus globalement, donc Donald Trump confirme toujours que c'est 2 à 3 semaines encore supplémentaires. C'est un moment qu'il nous dit ça. J'imagine qu'on est déjà plus... On oublie les anticipations macro de début d'année, j'imagine, mais dans quel type de scénario on est là? Dans un scénario de plus en plus adverse, j'imagine? Oui, il y a effectivement différents éléments. Donc, le détroit d'Ormuz, on sait, c'est 15 millions de barils jour. Donc, une semaine de fermeture, ça fait 100 millions de barils en moins. Donc là, on est en gros à 300 millions de barils en moins. Hier, on a eu l'annonce, 3 semaines potentiellement supplémentaires, ça fait 300 millions, donc on est à 600 millions. Donc les 400 millions, par exemple, qu'on avait mis, de réserves stratégiques qu'on avait mis sur le papier, décidé en commun de mettre sur le marché, c'est déjà absorbé, quoi. Ouais, plus la réouverture des détroit d'Ormuz, ça permet de faire passer des bateaux, mais potentiellement la normalisation, nos analystes nous disent c'est 6 à 8 semaines, donc c'est 400 millions de barils perdus, donc on est sur 1 milliard de barils perdus. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, si on essaye de mettre un peu un échéancier, il reste en gros 70 jours de stock avant d'avoir vraiment, disons, de la destruction de demande. Voilà. Donc 3 semaines plus 5 semaines. Ouais. Donc en fait, là, quand on dit 3 semaines supplémentaires de conflit, effectivement, on arrive à un moment où on se dit c'est plus tendu. En termes de conséquences macroéconomiques, tout le monde travaille en gros sur les mêmes élastiques, c'est-à-dire 10% d'augmentation des prix du pétrole, c'est 0,1, 0,2 de croissance en moins. Donc on avait vu la Fed, la BCE, allez, ça fait 0,3, 0,5. Mais le problème en macro, c'est qu'il y a un moment, c'est non linéaire. Ouais, c'est-à-dire que si les gens anticipent un choc de demande, là, on va avoir le marché du crédit qui se fige et on retrouve ce qu'on appelle des effets d'accélérateur financier, c'est-à-dire un développement non linéaire. Et là, on n'est plus simplement sur un choc pétrole, on est sur un choc financier. Et donc, si on passe les 3 semaines-là et qu'on se rapproche de l'échéancier là sur les 5 semaines suivantes, ça va stresser. Donc si ça reste fermé comme ça pendant un mois, on risque de basculer sur un scénario beaucoup plus sévère avec ces effets d'accélérateur financier. Je redonne le scénario. Alors la BCE a fait quand même un très beau travail pédagogique en publiant effectivement un scénario central et 2 scénarios alternatifs, un scénario adverse et un scénario sévère pour la zone euro. Le scénario adverse, c'est une baisse de PIB au 2e trimestre de l'ordre de 0,1 point. On serait à 0 sur le 3e trimestre et on reprendrait un chemin de croissance plus naturel au 4e trimestre, avec entre-temps une inflation qui pourrait s'établir sur les prochains mois un peu au-delà de 4%. Ça, c'est le scénario actuel à peu près, Florian ? Ça, c'est le scénario actuel basé sur les futurs. D'accord. Donc le scénario adverse est devenu un scénario central. Là, le scénario sur lequel a construit les hypothèses, construit la Banque Centrale Européenne, c'est avec des futurs fin d'année autour de $80. Ouais, c'est en gros ce qui correspond au scénario actuel. D'accord. Là, on se dit, si ça vient à durer, si la situation actuelle vient à durer plus d'un mois, on peut avoir des développements en fait non linéaires avec un stress financier beaucoup plus important sur le marché du crédit. Bon, cette dynamique du pétrole, elle profite à qui sur les marchés? J'entends le secteur pétrolier notamment. On voit une Total Energy en tête du CAC dès que le pétrole recommence à bouger. Oui, c'est forcément mécanique, des prix du pétrole plus élevés, c'est bon. Non, mais c'est bon pour l'activité et les profits des entreprises du secteur pétrolier. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement le fait que, évidemment, donc, leur business, c'est de produire des barils et de les vendre. Donc, plus le prix est élevé, mieux c'est. Plus maintenant, ils peuvent effectivement vendre à terme à des prix élevés. Donc, même si les prix étaient amenés à baisser à court terme, ils ont déjà sécurisé une partie de
leur cash flow de ce point de vue-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, ce qui est encore plus intéressant de mon point de vue, c'est les services pétroliers. Ouais. Parce qu'une fois qu'on aura terminé cette crise, on va vouloir être moins dépendant de cette zone-là. Et donc on peut penser qu'une grande partie des nouveaux projets qui vont arriver seront faits ailleurs, en se disant on ne veut plus jamais revivre ça. Et là, il y a beaucoup de sociétés qui font notamment de la sismique, par exemple. Je pense que c'est les premières sociétés qui vont être sollicitées, des sociétés de sismique, pour aller faire effectivement. On va refaire l'exploration. Parce que là, l'exploration, ça s'est un peu calmé. Oui, parce qu'effectivement, il y avait énormément de capacités qui sont censées arriver. Le shale, etc., a quand même changé. Beaucoup moins de nouvelles découvertes. Voilà, ce qui va se passer aussi aux US, et nous, notre scénario, qui n'est pas consensuel, c'est de dire que d'ici 2-3 ans, on va constater un début du déclin de la production américaine. Parce que la productivité des champs aux États-Unis sont en train de donner des signaux qui sont assez inquiétants, qui sont confirmés par les gens qui sont sur le terrain, et qui montrent que on va pas pouvoir continuer à maintenir ces niveaux de production. Donc on atteint le pic du shale. Voilà, pic du shale. Donc derrière, alors l'avantage, c'est qu'il y a énormément encore de pétrole qui se trouve en deep offshore, donc en offshore, donc sous l'eau, très profondément, et qui n'a pas été forcément, sans aller sur le Groenland ou des choses comme ça, où il y a effectivement beaucoup de pétrole dans ces côtés-là, Arctique, Groenland, mais sans aller jusque-là, il y a énormément de choses. Par exemple, au Guyana, il y a eu une découverte, une des plus grosses découvertes de l'histoire, donc en offshore, qui a été faite il y a 3 ans, qui va être exploitée en exploitation d'ici quelques mois. Mais c'est accessible ce pétrole-là, parce que si c'est pas rentable à moins de $150 le baril, bon. C'est l'avantage de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a des révolutions technologiques qui font qu'aujourd'hui le pétrole deep offshore arrive sur des prix entre 35, 30, $40 en prix de revient. Donc effectivement, si les prix même dans un scénario, on va dire, négatif pour le pétrole se stabilise à 60-65, eh bien, il y a un intérêt à aller développer ces champs-là à nouveau. Donc c'est vrai que les sociétés de services pétroliers, alors c'est vrai qu'il y a eu un rattrapage de ce secteur-là très fortement, puisque pendant 10 ans, il y avait un sous-investissement, 2012-2022, rattrapage depuis 3-4 ans, mais il y a encore déjà pas mal de rattrapage pour maintenir les productions des champs existants, pour éviter, parce qu'il y a eu sous-investissement pendant 10 ans, mais il y a cette exploration qui n'avait pas vraiment redémarré, puisque les sociétés de services qui ont bien marché, c'est les sociétés justement qui sont sur les champs existants et qui augmentent la productivité. Donc tout ce qui est en exploration devrait repartir, et derrière, tout effectivement les plateformes de forage, les choses comme ça, à nouveau, que ce soit du côté, dans l'Atlantique, va devenir, de notre point de vue aussi, un bassin très important, très stratégique, par rapport à sa proximité, par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Le fait qu'ils aient fait le Venezuela, c'est pas forcément étrangers, le fait qu'ils anticipent eux-mêmes le déclin de leur production, même si c'est du pétrole lourd, mais bon, quand même, ils peuvent être traités par la raffinerie américaine, donc il y a un intérêt stratégique aussi. Donc on va avoir une reconfiguration de cette carte pétrolière au niveau mondial, et notamment, et ça va commencer évidemment, parce que la production, ça ne change pas en quelques mois, elle va mettre des années. Par contre, on va le voir sur la partie investissement en dépenses d'exploration. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer à essayer de jouer. Donc, les équipementiers et les boîtes de services dans ce secteur vont profiter de ces budgets d'exploration, effectivement. Une autre manière de voir les choses, peut-être, Fabien, c'est de se dire que cette crise est une piqûre de rappel aussi pour nous en Europe, notre dépendance toujours aux énergies fossiles. Et on peut imaginer qu'un réflexe serait de se dire que tout ça va accélérer encore un peu plus peut-être le thème de la transition énergétique. Alors, effectivement, en Europe, on voit ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, sur les spreads crédit État, où on voit, pour faire le lien, on a le spread crédit État italien qui s'écarte assez sérieusement, puisqu'on frôle les 100 BP, alors même qu'il n'y a pas si longtemps, on était quasiment au niveau de la France, qui aujourd'hui, je crois, est à peu près 70 BP actuellement, donc un vrai écartement. Pourquoi ? Le mix énergétique français comparativement au mix énergétique italien. Donc une certaine urgence, effectivement, à accélérer cette transition énergétique, même pour les pays qui étaient peut-être un peu réfractaires. Alors, est-ce qu'on va aller dans la transition énergétique uniquement sur les renouvelables ou aussi le nucléaire ? Est-ce que ça peut aussi pousser l'Allemagne, qui est en vraie difficulté en termes de prix de l'énergie, de peut-être réviser un peu son positionnement sur le sujet ? Ça fait partie des interrogations qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que typiquement l'Allemagne, un vrai sujet de compétitivité relative. Et là, quand on regarde les prix de l'électricité en France-Allemagne, bien sûr. L'Allemagne, compliqué, Italie, très compliqué, France, très bien. Merci d'ailleurs au fait que les centrales refonctionnent à nouveau. Et puis, dernier point important aussi, c'est que la zone européenne est une zone
excédentaire. On a une balance des paiements qui est confortable, mais de moins en moins, en raison notamment de l'Allemagne et de ses difficultés vis-à-vis de la Chine. Et donc, il peut être important de diminuer nos déficits vis-à-vis des importations énergétiques. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut nous pousser à dire, ce mouvement de fond de perte d'excédent balance commerciale côté allemand peut pousser aussi à se dire on se protège de notre dépendance énergétique et des imports. On a vu d'ailleurs l'excédent courant allemand fondre comme neige au soleil pendant la crise russo-ukrainienne, avant de redevenir positif. Là, on avait un prix du gaz. Mais voilà, un choc énorme énergétique qu'il fallait quand on regarde absorber. Le gaz, on a l'impression qu'il y a un énorme choc. En réalité, on était à 300 pendant, là on est à 50, ça reste quand même raisonnable. Mais néanmoins. Mais ça veut dire que ce thème de la transition, il n'est pas nouveau dans le marché, et beaucoup de stratégies se sont déployées sur ce thème de la transition énergétique, mais ça le rend encore plus valable. Alors nous, on a une stratégie énergétique, de transition énergétique chez CPR. Bien sûr. Donc clairement, nous, on y croit énormément. Ouais. Et clairement, ce genre de moment, pour nous, c'est un moment clé qui renforce cette stratégie de manière évidente. Je veux dire, le déséquilibre mondial qu'on observe et les conséquences qu'on a, le manque de certitude qu'on pouvait avoir par rapport à ses alliés, à la fluidité du commerce international, tout ça est remis en cause. Il y a une obligation et une urgence d'indépendance européenne. Ça passe par l'énergie, mais ça aussi passe par l'armement, ça passe aussi par la santé, il nous faut être indépendant. Le sujet n'est pas nouveau, mais il se renforce crise après crise. Un peu impacté dans la baisse globale des marchés, mais dans les tendances pour nous qui reprendront et qui seront renforcées post-crise, ou même quand la crise se calmera un peu, celle-là en fait réellement partie. Florian, si on essaye de regarder cette crise à travers les opportunités qu'elle peut ouvrir, effectivement, pour des investisseurs, comment vous regardez les choses ? On partage cette idée de la thématique de la souveraineté qui va sortir renforcée en fait, du conflit. Après, une des conséquences du conflit qu'on connaît, c'est l'inflation qui va être plus élevée. Donc, on a des forces stagflationnistes. Si on regarde les chiffres américains, on va être supérieur à 3% pendant un an. Et puis après un an, on risque simplement de rebaisser, mais à 2,5%. Parce qu'on a un choc d'inflation sur les biens avec les droits de douane, un choc d'inflation sur l'énergie. On sait que dans le détroit d'Ormuz, il y a beaucoup d'engrais en fait qui passent. Bien sûr. Donc on a un risque en fait d'inflation alimentaire. Les farmers américains sont en train de dire qu'ils vont pas planter autant que prévu cette année. Donc on va avoir un problème de production et de récolte. Plus sur la manœuvre. C'est-à-dire que là il y a une restriction quand même à l'immigration qu'on a eue. C'est un secteur, quand on regardait le Peterson Institute, qui risque d'être touché. Donc ça fait beaucoup de chocs d'effet de premier tour avec une saturation du facteur travail. Donc aux États-Unis, il y a un vrai risque d'effet de second tour. Si on regarde l'histoire, quand l'inflation est supérieure à 2,5% durablement, on a un problème de corrélation entre les actions et les obligations. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on vit sur des portefeuilles diversifiés où quand les obligations baissent, les actions montent souvent, donc on arrive à stabiliser les portefeuilles. Là, on n'y arrive plus. Et donc, la classe d'actifs qui permet d'offrir de la diversification sont les actifs réels. Donc, c'est tout ce qui est soft commodities au départ, donc c'est une matière première alimentaire, mais c'est aussi derrière le cuivre, potentiellement, l'or, voilà. Donc, sur les matières premières, d'après nous, c'est effectivement une thématique de moyen terme. Donc, je rejoins ce que disait Fabien sur cette idée de souveraineté et avec une idée de diversification. Et puis après, je pense qu'on va pouvoir ouvrir le débat, mais on finit le conflit, on va quand même regarder la facture pour les États-Unis en termes budgétaires. C'est-à-dire, là, on a eu la décision de la Cour suprême, c'est 150 milliards en plus. Le conflit, on parle, alors les estimations sont très compliquées, mais potentiellement 2 milliards par jour. Donc ça peut faire 100 à 150 milliards supplémentaires. Si on a un plan de relance derrière pour le consommateur, on peut vite se retrouver à 8% de déficit. Voilà. À un moment où les Japonais vont quand même avoir une banque centrale qui va accélérer potentiellement post-conflit, un débouclage des stratégies en fait, de portage qui étaient vers les États-Unis peut arriver. Donc on peut quand même avoir un contre-choc en fait, qui vienne sur le dollar. Donc là, c'était logique d'avoir une appréciation du dollar du fait de l'indépendance énergétique des États-Unis. Mais post-choc, enfin post-conflit, on regardera la situation budgétaire, et là, ça peut être plus compliqué pour le dollar. On voit d'ailleurs que plus le conflit dure, plus les actifs américains se retrouvent eux aussi embarqués dans la baisse. Ça a commencé très fort sur l'Asie, l'Europe, bien sûr, avec cette dépendance énergétique. Les premières semaines de conflit ont vu les actions américaines résister un peu mieux que les autres, mais elles se font quand même rattraper aujourd'hui. Sur le marché obligataire, justement, intéressant. Au départ...
c'était même vu plutôt comme un choc de taux réel. Moi, j'ai vu les taux réels monter au départ avec l'idée que le marché obligataire se disait que, effectivement, les États impécunieux allaient tenter d'en remettre pour accommoder la situation et que ça allait faire monter encore les primes de terme, pour dire les choses. Là, sur la séance du jour, avec un pétrole qui reprend quand même 5-10%, on voit que le marché obligataire est plus dans la même attitude. Ouais, c'est ce qu'on disait, il y a un risque de développement non linéaire, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Là, on a maintenant un échéancier qui est relativement connu, là. Donc, attention au développement sur le marché du crédit américain. Donc, ça peut être point sur lequel il faut faire un petit peu plus attention. Et par contre, sur les taux souverains, on a une phase de hausse qui était finalement assez rapide. Là, elle peut continuer un petit peu, mais selon nous, il y a un point, il y a une limite. Voilà, il y a un plafonnement. Qui a des développements récessionnistes. On ne refait pas de point haut sur les taux, d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant en termes d'investissement, c'est que là, on a de la volatilité sur les taux, et donc vous pouvez faire des produits structurés avec des barrières un petit peu plus élevées et des rendements en ce moment qui sont quand même très intéressants. Donc nous, chez BNP Paribas, c'est des choses qu'on propose aujourd'hui à nos clients, et sur le crédit, on différencie quand même assez largement ce qui peut se passer aux États-Unis, ce qui peut se passer en Europe. Oui, donc dans cette volatilité, effectivement, c'est aussi des points d'entrée pour reprendre du rendement, pour dire les choses, simplement. Bertrand, vos commentaires. Et puis, on va rentrer dans la saison de publication des entreprises avec toute la force d'analyse des bottom-up de Fidelity. Quels vont être le comportement des entreprises face à ce choc de prix qui durera quand même un certain temps? Est-ce qu'elles ont déjà la capacité d'en transmettre une partie, tout ou partie, ou beaucoup moins qu'avant? Et est-ce que le marché a bien apprécié le choc qu'on pourrait avoir sur les marges? Alors pour l'instant, les analystes n'ont cessé de réviser à la hausse leurs perspectives, notamment aux États-Unis. Je pense qu'il manque un peu de matière aussi pour juger des conséquences et des ramifications de cette crise pour les entreprises. Alors c'est vrai que quand on regarde en 2022, les entreprises, en très grande majorité, ont pu répercuter sur donc les prix finaux, l'inflation, et donc on avait eu à l'époque, avec la guerre en Ukraine qui commençait, et avaient maintenu leur marge, voire certaines amélioraient leur marge. Là, on pense que les choses vont être un peu plus compliquées, parce que le consommateur n'est pas dans une situation quand même flamboyante dans beaucoup de géographies, que ce soit en Chine, en Europe, même le consommateur américain, il y a quand même des signaux d'essoufflement. Donc là, on pense que ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir faire vraiment du stock picking. Il y a des secteurs où ça va traditionnellement marcher. Quand on fait un comparable avec ce qui s'est passé dans les années 70, cette période de stagflation, on avait des secteurs, comme par exemple le secteur des télécoms, qui a réussi à passer des prix, des hausses de prix, évidemment l'énergie. C'est un secteur qui monte aujourd'hui. Voilà, c'est un secteur qui monte. Donc il y a les utilities aussi, évidemment, peuvent passer des prix. Puis c'est pas des choses dont on peut se priver, donc on peut pas faire beaucoup d'arbitrage là-dessus. Donc il y a des secteurs qui vont s'en sortir, et d'autres c'est un peu plus compliqué. L'automobile, qui est un secteur qui est au fond du trou, en termes de multiples, de momentum, de détention, etc. par les investisseurs. Là, si c'est dans cette configuration-là, il va falloir à nouveau réviser à la baisse les marges, parce que effectivement, ils vont avoir du mal. En plus, l'environnement de demande qui est quand même mauvais pour eux, ils sont en bas de cycle, ou proche d'un bas de cycle. Là, pour le coup, ça va être compliqué pour beaucoup d'acteurs dans cette filière-là. Donc, il faut vraiment faire de la sélection à la fois de secteurs et au sein des secteurs aussi de valeurs. Il y en a qui vont s'en sortir, d'autres moins bien. Après, d'un point de vue plus global, il y a quand même un risque très important. Je veux dire, si vous êtes chef d'entreprise d'une société cotée, vous avez présenté vos résultats du premier trimestre, même s'ils sont bons, derrière, vous allez dire, mais attention, on n'a pas de visibilité, ce qui est vrai. On a vu Nike déjà hier, ou avant-hier. Donc on risque d'avoir effectivement, par rapport à je suis d'accord là-dessus, des attentes, des analyses qui n'ont pas arrêté d'être révisées en hausse depuis le début de l'année, globalement, pas sur tous les secteurs, mais globalement. Voilà. Et puis quand je regarde par exemple un secteur industriel qui traite sur des ratios de valorisation qui sont stratosphériques, notamment en Europe, je veux dire, là, pour le coup, toute mauvaise nouvelle sur ce secteur-là, ça va être un peu compliqué. Quand on voit des sociétés comme Atlas Copco qui sont quasiment à 26 fois les profits, c'est des ratios de valeur technologique. C'est plus cher que les Max 7. Exactement. Il y a un moment où il va falloir revenir sur Terre. Il y a une force de rappel qui va être amplifiée par l'environnement actuel sur ces sociétés un peu cycliques qui traitent sur des niveaux de valorisation qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Qui avait du sens il y a un mois et demi. C'était déjà un peu tendu. Un mois et demi, c'était tendu. Oui, mais c'était la reprise cyclique. On jouait une reprise justifiée par la reprise cyclique. Il fallait qu'elle vienne, on anticipait, il fallait qu'elle vienne, c'était déjà une discussion. Mais là, pour le coup,
Ça va être compliqué. Il y a des vrais risques. Alors, c'est contre-pied sur contre-pied en ce moment, évidemment, dans les marchés, Fabien. Mais effectivement, alors, Bertrand évoque l'industrie qui se paye sur des niveaux de valorisation effectivement stratosphériques. Je reprends le terme. À l'inverse, on a vu le PI des Mag 7 ou même du Nasdaq converger vers la valorisation du marché général, du S&P 500. C'est rare que le Nasdaq se paye à peu près le même prix que le S&P 500. Les Mag 7 sont à 20 fois, 20 quasiment aujourd'hui. Ça crée des ratings. Ça ouvre déjà des opportunités. Alors, est-ce que c'est une opportunité? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a eu ce côté un peu purge de la tech juste avant le début de la crise. Donc ça a permis d'améliorer le positionnement qui était très tendu. Donc c'est vrai que quand on fait les comparaisons avec les stress passés sur les technologies, normalement, on finit en exponentiel de performance. Là, on est bien loin d'un exponentiel de performance. Donc, et puis en termes de niveau de valorisation, on est bien loin des niveaux de valorisation des années 2000. Donc ça, c'est beaucoup plus propre. Et puis ensuite, tout à l'heure, on parlait de la résistance des titres américains. Oui. Et en fait, il y a une deuxième phase dans la valorisation des titres américaines, c'est l'effet croissance. C'est-à-dire que les titres américains, ce sont éventuellement, surtout des titres croissance par rapport à l'Europe, et d'autant plus croissance quand on regarde le Nasdaq. Et là, les mouvements de taux qu'on a eus sur les titres américains, c'est vraiment anti-croissance, puisqu'on actualise les flux futurs, et donc plus on a de croissance, plus les flux futurs sont importants, et donc plus la hausse des taux est pénalisante. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, on a un dollar qui s'est un peu renforcé, mais quand même renforcé. Et ça aussi, c'est très mauvais pour le Nasdaq, puisqu'une grosse partie, notamment les Mag 7, où leur chiffre d'affaires est essentiellement fait hors zone dollar. Et donc, quand on traduit en dollars, c'est moins bon si le dollar est monté. Donc ça, c'est deux facteurs finalement exogènes sur lesquels on a envie de parier en disant, et je partage l'idée de Florian en disant, sur les taux longs, maintenant, on va peut-être commencer à pricer quelque chose de plus compliqué au niveau croissance, donc peut-être des taux longs qui se stabilisent, voire qui baissent, un dollar qui était remonté parce qu'on pensait les États-Unis plus résistants, parce que aussi certains pays vont devoir acheter peut-être plus d'énergie aux États-Unis, et l'énergie aux États-Unis, ça s'achète en dollars. Et donc, on achète des dollars. Et ça, c'est quelque chose, donc pareil, je partage, qui risque de repartir en arrière. Et donc ça, d'un point de vue macro-facteur, c'est positif pour le Nasdaq. Et quand après, vous parliez de révision des EPS, dans le marché américain, aujourd'hui, si vous regardez les révisions 1 mois, 3 mois, des différents indices américains, c'est le Nasdaq qui a les meilleures révisions à la hausse, en termes d'EPS. Je comprends. Donc c'est vrai que ça semble cocher beaucoup de cases. Un Nasdaq qui a marqué son top en octobre dernier. Donc ça fait partie des marchés qui avaient déjà commencé, comme vous le disiez, à baisser. Je ne peux même pas parler de correction. D'ailleurs, pourquoi les marchés ne corrigent pas plus, Fabien? Parce que ça baisse. On est sur des drawdowns de 10%, mais si je remonte sans remonter jusqu'à Covid, Liberation Day, c'est quasiment 20% de baisse en quelques jours pour le S&P 500. Je vais faire deux parallèles. Un premier parallèle sur le marché des taux, où sur le marché des taux très court terme, on a vu une envolée très rapide des anticipations banque centrale, puisqu'on est passé de moins 0,5 à quasiment 3 hausses de taux sur l'Europe. Et ça, est-ce que c'est une vue d'anticipation des long only ou est-ce que c'est des débouclements de position par rapport à des gens qui étaient en pontification, en position de pontification? C'est un trait très consensuel, la pontification de la courbe des taux. Et dans les faits, on pense que c'est des débouclements de position de gens qui avaient des positions extrêmes, parce que les indicateurs de volatilité étaient très basses, et donc le choc n'était pas supportable. Ils ont dû déboucler, et donc on est arrivé sur des niveaux de prix et d'anticipation de taux qui étaient très élevés, et pour le coup, qu'on considère attractif. Alors si on fait le parallèle maintenant avec le marché action, finalement, est-ce qu'on avait un positionnement si fort sur les marchés actions? Peut-être pas si fort que ça, au-dessus de la moyenne, un peu élevé, mais pas si fort, et surtout par rapport aux périodes de sell-off historiques, ce qui s'est passé, et ce qu'on voit chez nos clients, c'est que les investisseurs ont plutôt des plus-values actuelles assez importantes dans leur portefeuille, ce qui leur permet d'accepter, je dirais, les niveaux de baisse actuels. Et au regard du pattern récent où à chaque baisse, finalement, à chaque choc, c'était une erreur de racheter, de vendre son portefeuille, ils sont restés dans ce mood-là, et comme ils ont un stock de plus-value latente très important, ils sont encore assez loin du force selling. Et donc, on peut avoir quelque chose qui peut glisser assez longtemps si la situation ne résolve pas. Et comme la situation est très binaire, les gens n'osent pas vraiment bouger. Plus personne veut vendre dans le marché. Non, mais depuis, à force de se prendre les pieds dans le tapis, les gens veulent plus vendre. Mais la remarque était très bonne en posant la question, c'est-à-dire le Liberation Day l'année dernière
a amené quand même beaucoup de portes de saloon. C'est-à-dire les gens ont vendu en fait sur les annonces, et puis on a eu le phénomène Taco derrière avec en reculant les échéances, et il y a eu pas mal de casse. Plus spectaculaire que la baisse, là, le rebond. Exactement. On a rattrapé un bear market, je crois, en 2 ou 3 semaines, ce qui s'est jamais vu dans l'histoire. Le scénario en V, en fait. Donc je pense que les investisseurs avaient un petit peu peur que le scénario en V se répète. Donc effectivement, si on regarde les métriques, on disait tout à l'heure 0,5 de croissance en moins. On fait simple, ça fait 5%, 7% de bénéfices par action en moins. Vu l'augmentation des taux longs, en termes de valorisation, ça fait un choc de 8-9%, quelque chose comme ça. Donc en fait, notre message, c'est qu'il n'y a pas eu de surréaction à la baisse des marchés. Donc là, il y a un risque de développement non linéaire. Donc nous, l'attitude qu'on a depuis un petit moment, c'est plus de vendre les rebonds que d'acheter l'écran. Quand même. Voilà. Après, sur l'Europe, on bouge pas tellement parce que on sait que c'était très cyclique, on est le choc d'entrée, et puis nous, on était assez positif sur le plan allemand, on attend de voir les développements. Après, on est un peu plus prudent sur le Japon, avec cette idée qu'on pourrait avoir un rebond du yen en fait post-conflit. Et les émergents, il y aura sûrement des opportunités en fait sur l'Asie qui arriveront en fait dans un deuxième temps. Donc il y a une réallocation d'actifs à faire, mais pour l'instant, il y a plutôt un message de prudence parce qu'il y a un risque de développement non linéaire. Bon, pour conclure avec vous, Bertrand, effectivement, l'attitude là dans ce genre de moment, alors peut-être sur différents horizons de temps, mais la partie tactique et stratégique, comment on navigue? Alors, il faut être opportuniste, évidemment. Ça, je pense qu'il va y avoir il y a des opportunités, notamment lors de les publications donc, qui arrivent. Très, très vraisemblablement, il y aura des pics de volatilité sur les titres lors de leur publication, avec des surréactions dans un sens ou dans l'autre, avec des moments où il faudra prendre des profits, effectivement, sur des titres. Imaginons une industrielle qui ait des très bons résultats premier trimestre et que derrière le marché se focus là-dessus et pas sur le fait qu'il n'y a pas de visibilité. Si le titre monte fortement, là, ce sera sans doute le moment sur les valorisations déjà tendues de prendre des profits. À l'inverse, sur des secteurs qui sont déjà un peu au fond du trou, comme le secteur des médias, par exemple, pour d'autres raisons, l'intelligence artificielle, des choses comme ça, des titres qui, pour certains, se traitent à 4 fois, 5 fois les profits, qui payent 10% plus de dividendes. Voilà, peut-être que ces sociétés-là, en particulier dans un environnement un peu plus récessif, seront plus défensives, protégées par le dividende, par des bilans solides. Et si, par hasard, elles baissaient fortement parce que le marché regarde le risque de l'intelligence artificielle ce jour-là, c'est peut-être le moment de se repositionner aussi. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à faire, je pense. Pour pouvoir performer cette année, il va falloir être assez agile. Et je pense que les prochaines semaines, les prochains mois vont être importants. Bon, il reste 3 trimestres pour cette année 2026. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bertrand Puy, Fidelity, Florian Roger, BNP Paribas CIB et Fabien Bourguignon, CPR Asset Management.